Imaginez un monde où, peu importe où vous vous trouvez sur le globe terrestre, mais vraiment peu importe, que vous soyez au plein milieu de la mer, de l'océan, dans les airs, dans un avion probablement, ou même, en fait, euh, dans, je sais pas, dans un coin perdu, en fait, un coin paumé sur la Terre, un village, enfin, un village vraiment où vous êtes le seul humain, je vais dire ça comme ça, vous êtes vraiment la seule personne en vie, si vous voulez, mais vous avez quand même accès à Internet. Et une très bonne qualité d'Internet. Imaginez juste. Parce que ce que je viens de dire, ça peut sembler utopique même pour certains. Ça peut sembler bizarre, ça peut sembler inatteignable, impossible en fait. Mais en fait, c'est la promesse d'une entreprise, ou plutôt d'une marque, on va l'appeler une marque, du nom de Starlink. Vous vous demandez peut-être comment c'est possible. Et si c'est le cas, si ce que je viens de dire là, ça vous intéresse, restez et on en parle juste après le jingle. Oh yeah, yeah. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je suis Melvin Lawson. Je suis juste une personne curieuse, passionnée d'innovation technologique et j'essaye de comprendre, enfin c'est surtout le but de cette chaîne, ici on essaye de comprendre euh, où va le monde en fait, où est-ce qu'on se dirige, et cela en regardant par le prisme des innovations technologiques et aussi du monde de la finance. Et donc si ce que je viens de dire là, ça vous intéresse, ce sont des sujets vraiment qui piquent votre curiosité aussi, en fait vous êtes sur la bonne chaîne, bienvenue au Hub, et surtout n'oubliez pas de liker, vous cliquez juste sur le bouton comme ça là, le bouton j'aime, vous cliquez, vous likez, et vous vous abonnez en fait, surtout. Vraiment, abonnez-vous, likez, et ça va bien se passer. Voilà. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Je parlais d'une marque, en tout cas c'est comme ça que je l'ai qualifiée, qu'on appelle Starlink en fait. Pourquoi? Parce que Starlink, en fait, c'est un projet qui a été lancé par une entreprise grosse, enfin une grosse entreprise pour le coup, du nom de SpaceX. C'est une entreprise d'exploration spatiale, donc une entreprise qui vise à explorer l'espace et à rendre la vie interplanétaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'idée, c'est de pouvoir transporter la vie humaine, mais vraiment la race humaine, hein, pour le coup, sur d'autres planètes, à commencer par Mars, en fait. Donc, vous l'aurez compris, c'est une entreprise qui a été créée en 2002 par Elon Musk, encore lui. C'est le même mec, vous savez, le monsieur derrière Tesla, derrière Neuralink, derrière XAI et derrière le rachat de Twitter, en fait. Voilà, qu'il a d'ailleurs renommé X depuis. Donc c'est ça. SpaceX a créé une marque du nom de Starlink. Pourquoi? En fait, SpaceX, il faut comprendre le but. Ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, c'est, comme j'ai dit, rendre la vie interplanétaire, multiplanétaire en fait. Et un des moyens d'y arriver, c'est de créer des fusées réutilisables parce que c'est que ça coûte cher. Et si on arrivait à réutiliser les fusées, bah, ça va drastiquement réduire les coûts d'exploration spatiale. Et donc, une des étapes pour ça, c'est de créer des fusées réutilisables. Très bien. Sauf que dit comme ça, en fait, il n'y a pas de business model derrière, en fait. Il n'y a pas, quand tu le dis comme ça, exploration spatiale, on ne sait pas comment on gagne de l'argent avec ça, en fait. Donc, il a fallu, pour l'entreprise, créer une source de revenus. Et c'est là qu'en fait, SpaceX crée Starlink. Starlink qui, en fait, est un opérateur, on va dire, une entreprise, une marque, qui vise à atteindre une connectivité globale, mais vraiment sur toute l'étendue du globe terrestre, avec une faible latence et vraiment une connexion de très bonne qualité en fait. C'est un peu ça. Et pour ça, comment est-ce qu'ils le font? En fait, ils vont participer, ils vont plutôt partir de satellites en fait. Ils vont utiliser des satellites pour ça. Ces satellites-là, ils vont les expédier dans l'espace. Pour les expédier dans l'espace, ils vont évidemment utiliser les fusées réutilisables de SpaceX, qui, pour le coup, on va plutôt parler du modèle Falcon 9. Et c'est ce modèle-là qu'ils utilisent pour envoyer les satellites dans l'espace. Ils envoient à chaque fois des lots de 60 satellites. Maintenant, je parlais de Starlink. Starlink qui vise à atteindre une connectivité globale, mais vraiment sur l'étendue du globe terrestre. Peu importe les coins, mais vraiment même des coins reculés, même les pôles en fait, nord, Arctique, Antarctique, tout ce que vous voulez. Euh, ils visent vraiment à atteindre une connectivité globale, même dans ces coins les plus reculés. Mais comment ils font? Vraiment. Et surtout, qu'est-ce qui existait déjà avant eux, en fait? Bah, on va commencer par ça, en fait. Qu'est-ce qui existait avant? Ce qui existait avant, c'était soit la fibre, c'est quelque chose que vous et moi nous connaissons. La fibre, nous avons les réseaux télécoms, donc les réseaux mobiles, en fait, vous avez la 3G, la 4G, la 5G, etc., qui sont fournis par des opérateurs télécoms comme en France Bouygues,
Free, SFR. Dans d'autres pays en Afrique, vous avez parfois Orange, vous avez MTN aussi, qui est très connu. Vous avez Move aussi. Et voilà en fait. Donc, vous avez à peu près ces différents modèles-là. Et vous avez l'Internet par orbite géostationnaire. Le problème avec ces trois exemples que je viens de donner, ces trois systèmes d'accès à Internet, de fourniture d'accès à Internet, je vais dire, qui existent, pour les deux premiers, ça va être la couverture. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais que Starlink visait à étendre, à atteindre une connectivité globale, mais vraiment sur toute l'étendue du globe. Le problème avec ces différents modèles dont je parlais, c'est justement la couverture, parce que vous soyez en données mobiles, vous savez très bien, si vous avez déjà été dans des coins reculés de vos pays, donc hors des zones urbaines, c'est très compliqué d'avoir une bonne connexion Internet. C'est très lent, ça bug tout le temps, c'est compliqué et voilà, il n'y a pas une très bonne télécom, quoi. Il n'y a pas une très bonne connexion, en fait. Euh, Si vous avez déjà quitté votre ville, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes vraiment allé dans des coins reculés, vous savez à peu près. La fibre, c'est autre chose. En fait, la fibre, c'est juste que, hors des zones urbaines, bah, les coûts de déploiement sont tellement énormes pour très peu de revenus qu'en fait, c'est pas très pertinent de le faire. En fait, c'est pas très pertinent d'étendre les fibres optiques, j'entends, euh, en dehors des zones urbaines. Vous voyez. Et donc, pour ces deux systèmes-là, il y a des limites. Il y a la limite qui est, comme je disais précédemment, la couverture. Le troisième système dont j'ai parlé, c'est tout ce qui était satellite en orbite géostationnaire. Mais le problème avec ces orbites, ça va être des satellites, hein, mais qui sont hors de la planète et très 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 loin. On parle d'une distance d'à peu près 36 000 km. Donc 36 000 km, vous imaginez que le truc, il n'est pas très proche. Et le problème avec ça, c'est que comme l'Internet, en fait, c'est de l'envoi et de la réception de données, vu que ces satellites sont très loin de la Terre, il y a un problème de latence qui se crée, en fait. Entre le moment où l'information, elle part, elle revient, enfin, ça ne crée pas une bonne latence qui permettrait vraiment de jouir, de profiter réellement d'Internet, d'un Internet de très bonne qualité, en fait, pardon. Et en fait, un autre problème qui se pose avec ce modèle d'orbite, de satellite en orbite géostationnaire, c'est c'est que c'est pas un truc designé pour de la consommation grand public. C'est pas un truc qu'on pourrait utiliser tous sur nos téléphones, un peu comme les réseaux mobiles dont je parlais tout à l'heure, qui eux fonctionnent généralement avec des câbles souterrains, des câbles maritimes, pardon. C'est là que Starlink intervient avec une petite innovation. Pas vraiment une innovation, pardon, parce que ça existait déjà quand même, mais c'est juste que ce sont des acteurs qui n'ont pas du tout le même public. Ici, le public, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, ou des entreprises, donc particuliers et entreprises, vous voyez. Et ici, la technologie qu'eux, ils adoptent, ça va être des satellites, mais en basse orbite, en fait. On va être, au lieu des 36 000 km dont je parlais tout à l'heure, on va plutôt être sur une distance d'à peu près 550 km entre le satellite et le globe terrestre. Vous voyez. Donc, on est vraiment sur une distance beaucoup moins importante que ce que je disais tout à l'heure pour les satellites en orbite géostationnaire. Donc, Starlink fonctionne avec principalement trois équipements. Principalement. Il y en a d'autres, évidemment, mais ceux qui vont nous intéresser ici pour comprendre le fonctionnement, ça va être trois équipements. Donc, on a d'abord les satellites. Ensuite, on va avoir les antennes paraboliques plates, mais vraiment, c'est des trucs très plats. Troisième équipement, pas les moindres, ça va être des stations, en fait, terrestres. Et ces stations terrestres, elles vont faire une sorte de pont, jouer un rôle de portail bidirectionnel entre les satellites de Starlink et l'internet en fait terrestre que nous on utilise en fait. Donc tout ce qui est internet que nous on utilise, il faut un lien entre cet internet et les satellites. Et en fait, les stations terrestres de Starlink vont jouer ce rôle-là de portail bidirectionnel. Donc les informations que nous on a vont remonter aux satellites et les informations des satellites vont remonter jusqu'à nous. Les satellites, comment est-ce qu'ils sont constitués? En fait, il faut savoir qu'ils sont équipés déjà de panneaux solaires pour l'alimentation avec des batteries pour permettre quand même une certaine autonomie. Après ça, vous avez aussi le fait qu'ils sont équipés de moteurs, mais on dit plutôt propulseurs, mais des propulseurs ioniques. Vous voyez? En fait, les propulseurs ioniques, ça va être des moteurs, mais qui utilisent l'énergie électrique pour faire une accélération de particules, on va dire. Une accélération d'électrons, d'accord? Et ce qui va permettre de créer une certaine poussée. Et ça permet en fait de contrôler les satellites de Starlink à distance. Ça permet vraiment typiquement d'éviter des obstacles s'il y a besoin, de les remettre en orbite s'il y a besoin, ou carrément de les désorbiter, donc de les faire sortir de l'orbite terrestre et de les faire entrer maintenant dans l'atmosphère. Ça, c'est souvent quand ils arrivent en fin de vie. Ce que je viens de dire là, j'explique un peu comment Starlink fonctionne. Vous avez les satellites qui sont envoyés en orbite terrestre, en basse orbite, donc 550 km, grâce aux fusées réutilisables de SpaceX Falcon 9.
Et bientôt, ça va passer au Starship. Donc les fusées Starship, c'est vraiment des très grosses fusées parce que ils évoluent tout le temps en fait. Starlink, ils vont créer de nouvelles technologies, des satellites de plus en plus performants. Donc en fait, pour envoyer beaucoup plus de satellites, il faut savoir que pour pouvoir atteindre une connectivité vraiment globale, ils prévoient de lancer jusqu'à 42 000 satellites autour de la planète. Mais vraiment 42 000. Donc l'idée, c'est vraiment de créer une sorte de quadrillage hein, du globe à l'aide des satellites pour être sûr que peu importe où tu te trouves, tu as quand même l'Internet de très bonne qualité. Un autre détail concernant les satellites de Starlink, il faut savoir que ces derniers sont, en tout cas les dernières générations, les derniers modèles, ils sont équipés de lasers. Ils sont équipés de lasers parce que ça permet en fait aux satellites, en dehors du globe terrestre, là, tous les satellites qui sont en basse orbite, de communiquer entre eux, donc de se transmettre entre eux les informations, ce qui n'était pas possible sur les premières versions en fait de satellites. Donc il y avait vraiment cette dépendance avec les stations terrestres pour se transmettre les informations. Et vu que maintenant, les derniers modèles sont équipés de lasers pour communiquer directement entre eux, en fait, ça réduit la dépendance avec les stations terrestres. Je donne un exemple. Supposons que vous êtes dans un pays, ou plutôt, supposons que demain, trois quarts des stations terrestres Starlink sont détruites, peut-être à cause des conflits, de la guerre ou tout ce que vous voulez. Supposons que toutes ces stations terrestres-là sont détruites. Ce qui va se passer, c'est que s'il n'y a pas ce système de laser entre les satellites, en fait, les satellites vont tourner, mais ils n'auront pas le même niveau d'information, en fait. Donc ça veut dire que dépendamment de la zone où vous vous trouvez, dépendamment de votre proximité avec la station terrestre la plus proche, en fait, de vous, vous aurez plus ou moins une qualité différente d'Internet ou on va dire une basse qualité. Ça va vraiment dépendre de la distance. Alors que si les satellites entre eux communiquent, en fait, ça réduit tout de suite la dépendance avec les stations terrestres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez peut-être un quart des stations terrestres qui restent, vu que ces stations qui existent aujourd'hui vont transmettre quand même l'information de façon uniforme aux satellites, bah en fait, les satellites ils vont communiquer entre eux et ils n'auront plus vraiment besoin qu'il y ait une station proche de là où vous êtes pour que vous ayez quand même l'Internet d'une certaine qualité. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur la solution technologique de Starlink. Je ne sais pas si jusqu'ici vous comprenez ce que je vais dire. Si il y a un truc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires et ça me permettra d'éclaircir mes propos et de peut-être même les enrichir en fait. Autre chose qu'il faut savoir sur la solution Starlink, et là je parle vraiment de la solution, parce que chez l'utilisateur lui va pas avoir accès aux satellites pour le coup, et ni aux stations terrestres. Tout ce qui va intéresser l'utilisateur, lui, ça va être l'antenne. L'antenne qui va être envoyée avec un routeur aussi. Donc l'utilisateur, c'est tout ce qu'il va avoir. Mais il faut savoir que les routeurs et l'antenne, en fait, la solution Starlink, elle est créée pour vraiment pouvoir être installé de façon facile. En fait, sans besoin de connaissances techniques, en fait. Il faut vraiment pouvoir l'installer facilement. Et pour ça, en fait, vous avez juste une antenne que vous allez recevoir, que vous allez plugger. En fait, vous allez juste avoir à la brancher et la tourner vers le ciel, en fait. Il faut vraiment qu'elle regarde le ciel. Donc, il faudrait que le ciel soit un minimum dégagé au-dessus de vous pour, en fait, établir la connexion, la communication avec les satellites. Donc, une fois que vous avez branché l'antenne, vous l'orientez vers le ciel, vous branchez un peu tout. En fait, c'est tout. L'antenne, elle va tout de suite commencer à communiquer avec les satellites. Mais c'est vraiment le truc ultra simple d'utilisation. Alors moi, je n'en ai pas là sous la main à vous montrer. Mais j'espère que bientôt, quand même, Starlink va quand même me contacter pour m'envoyer un module. Donc, je compte sur vous pour ça. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager un max. Et j'espère que d'ici là, ils vont quand même nous observer, nous remarquer et nous envoyer quelques modules que je puisse vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Autre chose aussi, c'est que vous avez une application, hein, vous avez une application Starlink qui vous aide vraiment pas à pas à setup votre installation. Mais comme j'ai dit, c'est un truc très simple, vous pluguez, c'est déjà, en vrai, c'est déjà prêt, quoi. Pour le reste, vous suivez juste l'application et puis c'est OK, vous êtes connecté. Quelques key metrics concernant Starlink. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mais vraiment au moment où je fais moi la vidéo, ce sont plus de... Enfin, en tout cas, la solution, elle est approuvée, présente dans plus de 105 pays sur le globe. Plus de 105 pays, dont 15 pays en Afrique. Je vous présente rapidement la carte, vous la verrez à l'écran, la carte avec les pays dans lesquels Starlink aujourd'hui est présent, accepté, et aussi ceux qui sont en attente, ceux qui sont en attente d'autorisation en fait, voilà, des organisations, des institutions. Il y a aujourd'hui plus de 7000 satellites qui ont été déployés, mais vraiment au moment où je fais la vidéo, on est là en octobre 2024, donc aujourd'hui, il y a plus de 7000 satellites qui ont déjà été déployés. Et comme je vous disais, souvent ils sont envoyés par l'eau hein, pour pouvoir être déposés, expédiés plutôt dans l'espace et tout. Ils sont envoyés par l'eau avec les fusées Falcon 9.
et bientôt Starship. Et c'est justement là un des points critiques, en fait, c'est souvent en fait, une des critiques les plus faites à l'entreprise, à Starlink. C'est une fois que les satellites viennent en fin de vie, parce qu'il faut savoir qu'ils ont une durée de 5 à 7 ans à peu près, une fois qu'ils arrivent en fin de vie, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh ben, en fait, pour éviter justement qu'il y ait une accumulation pardon, de déchets dans l'espace, en fait, les satellites sont programmés pour retourner dans l'atmosphère terrestre. Justement, on ne veut pas les déchets dans l'espace. On les ramène plutôt dans l'atmosphère terrestre, en fait. Et c'est un peu ça le problème, parce que c'est un problème, oui et non. Oui, parce que ça revient dans l'atmosphère terrestre. Non, parce qu'en fait, les satellites sont programmés pour être complètement désintégrés, en fait. Ils sont je vous mets une vidéo rapidement. Hein. Je vous mets une vidéo qui présente un peu à quoi ça ressemble quand ça se désintègre, quand ça redescend dans l'atmosphère terrestre. Parce que dès que ça revient dans l'atmosphère, le truc il est programmé pour s'auto-détruire en fait, à peu près. Et c'est justement ça une des grosses craintes. Une autre crainte, c'est tout ce qui est interception hein, dans l'espace avec les objets d'autres entreprises, d'autres organisations, que ce soit d'autres satellites aussi, parce qu'il y en a d'autres, comme je disais, en basse orbite ou des fusées aussi, parfois qui sortent. Et il y a ce problème-là. Mais c'est justement par rapport à ça qu'ils avaient créé les propulseurs ioniques dont j'ai parlé précédemment, donc qui, avec l'électricité, arrivent à accélérer un peu les particules et créer une poussée qui va permettre de dévier la trajectoire du satellite. Un autre point qu'il faut avoir aussi quand on parle des satellites ou de la solution Starlink, pour le coup, c'est qu'on peut aller aujourd'hui, hein, mais vraiment aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 250 mégabits par seconde, tu vois, en téléchargement. Et ça, c'est vrai que comparé à des solutions comme la fibre optique, c'est vrai que c'est pas ouf, parce qu'avec la fibre optique, on peut aller beaucoup plus loin, on peut aller vraiment dans du giga. Le problème, c'est, comme j'ai dit au début, la solution Starlink, le but, c'est d'étendre la couverture Internet. Donc, les zones vraiment qui ont besoin de Starlink, c'est pas des zones qui ont la fibre optique, quoi. C'est ça le problème. Enfin, c'est plutôt ça le truc. Il faut plutôt réfléchir comme ça. Donc, si vous êtes en zone urbaine, vous êtes vraiment dans une ville ultra développée, il est fort probable que vous n'ayez pas besoin de Starlink, sauf pour des use cases dont on va parler à la fin, en fait. Donc, juste après, on va parler des use cases et même de l'impact de l'entreprise, l'impact que l'entreprise a aujourd'hui déjà dans le monde et ce qu'elle pourrait avoir comme entreprise d'ici quelques années, d'ici quelques décennies. Pourquoi pas? Alors, en termes d'impact de Starlink et des use cases possibles aujourd'hui, déjà, on va citer la meilleure couverture Internet. Il y a aujourd'hui des personnes qui n'avaient pas accès à Internet et qui ont accès à tout ce savoir-là de l'humanité, qui ont accès à tout ce qui se passe dans le monde en temps réel comme tout le monde. Ça existe. Il y a des gens comme ça dans des zones vraiment reculées, hein, pour le coup, qui sont très mal desservis en termes d'Internet et qui aujourd'hui, grâce à Starlink, peuvent se taguer d'avoir accès à Internet comme tout le monde, en fait. Y compris dans les régions polaires. Parce que déjà, ce sont des zones qui ne sont pas très habitées. Généralement, ce sont des zones où il va y avoir des recherches scientifiques. C'est souvent ce qui se passe dans ces zones-là, les zones polaires. Et en fait, Starlink permet à ces derniers, en fait, à ces scientifiques-là, d'avoir accès à une connexion Internet de bonne qualité. Ce qu'ils auraient, mais peut-être plus difficilement et de façon beaucoup plus chère, en fait. Parce que rappelez-vous, les satellites Starlink, en fait, ils couvrent vraiment toute l'étendue du globe. Je vous mets une image pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment le truc, c'est une sorte de, je ne vais pas dire cage, mais c'est une sorte de filet, en fait, autour du globe. Et ça permet vraiment de couvrir toute l'étendue de la planète, afin vraiment d'avoir Internet, peu importe où vous êtes, en fait. Et vu que les satellites en question, ils tournent, en fait, ils ne sont pas statiques. Ils tournent vraiment autour de la planète. Et donc, ça permet vraiment, comme je vous disais, d'atteindre l'objectif. Starlink représente une sorte d'alternative en cas de conflit. Parce que souvent, pendant les conflits, les premiers trucs qui vont être détruits, c'est toutes les infrastructures de communication. Justement pour désorienter l'ennemi. Bon, moi, on ne fait pas de stratégie de guerre ici, mais c'est juste pour vous expliquer en quoi avoir une solution Starlink peut être utile en cas de conflit. Et je peux même vous donner l'exemple, vous l'avez sûrement vu passer, l'exemple de l'Ukraine avec la Russie. Une des premières réactions, c'était justement pour Elon de dire « Ah, on va envoyer des packs, des modules Starlink, et comme ça, la population pourra quand même avoir accès à Internet, l'information pourra continuer à circuler en temps réel, et on saura ce qui se passe, en fait. » La même chose s'est passée, je pense, à Gaza. Je ne sais pas, mais je pense à Gaza. En dehors de représenter une alternative aux fournisseurs d'accès Internet traditionnels, tout ce que j'ai cité précédemment, là, Starlink constitue aussi une sorte d'innovation, un plus pour tout ce qui est
moyens de transport, en fait. On peut citer par exemple l'accès à la connectivité pour les transports maritimes, pour les transports aériens. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Air France qui a fait une annonce publique pour dire en fait qu'à partir de 2025, tous leurs avions, mais progressivement tous leurs avions pardon, seraient équipés de modules Starlink afin d'assurer une connectivité Internet à tous les passagers en fait. Mais là, c'est vraiment tous les passagers pour le coup. Je vous mets le screen, je vous mets la capture et vous verrez à peu près de quoi il s'agit. Donc, après, il faut savoir qu'il y avait déjà des classes dans l'avion qui y avaient accès. Mais parfois, c'était des Wi-Fi limités aussi, où on ne pouvait pas voilà, voir des images, voir les médias, où on ne pouvait pas s'envoyer des médias. Mais là, ce sera différent en fait. On peut aussi citer les cas de la logistique des transports. Vraiment, ça peut être un gros plus à ce moment, surtout si dans votre logistique, il y a une portion du trajet qui passe dans des zones non traçables, je ne veux pas dire non traçables, mais où la connectivité elle est vraiment très faible en fait, elle est de très mauvaise qualité. On peut aussi parler du tourisme d'aventure. Imaginez vous êtes dans une jungle, exemple que j'ai cité au départ, je pense, ou dans une forêt, et vous voulez transmettre en temps réel votre aventure en fait. Vous avez peut-être, vous faites des lives ou quoi, vous faites, je sais pas moi, un documentaire, vous pouvez transmettre, mais vraiment en live, votre aventure. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un plus en cas de besoin de secours. Vous êtes perdu, vous êtes vraiment, vous êtes à un endroit que vous ne connaissez pas, vous n'arrivez pas à vous retrouver, ou vous vous sentez en danger. Ça peut vraiment faire la différence dans le sens où, avec ça, vous êtes directement connecté au monde et vous pouvez lancer un appel à l'aide très rapidement et on peut vous localiser tout de suite, savoir où vous êtes et puis venir vous porter main. Pourquoi pas? La solution Starlink peut être aussi très utile pour les cas d'IoT, IoT, Internet of Objects, on va dire. Surtout dans un cas particulier qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui est élevage et agriculture intelligente. Vous savez, ça va être des trucs de plus en plus développés. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on suit. Si vous avez ces genres d'exemples, vous avez des cas comme ça dont on pourrait parler, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Donc, tout ce qui est agriculture et élevage. D'ailleurs, il se pourrait que dans quelques mois, on fasse un épisode dessus aussi sur la chaîne. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Donc Starlink peut permettre, parce que vous savez, généralement les zones d'agriculture et d'élevage, en fait, ça va être très reculé. C'est pas des zones urbaines. Généralement, ça se fait pas en zone urbaine à cause de l'odeur parfois ou des maladies ou bon bref. Mais c'est souvent dans des zones très reculées, vous voyez, des villes. Et justement, dans ces zones-là, comme je disais au départ, l'accès à Internet n'est pas ouf. Donc, c'est difficile d'être connecté à votre ferme. Généralement, les gens qui ont des fermes, ils ne sont pas très loin, justement, pour être sûr de pouvoir y accéder rapidement. Mais supposons que vous avez votre équipe, vous avez vraiment tout ce qu'il faut bien dimensionné, là, comme il faut, tout est connecté, et vous arrivez à contrôler, à gérer votre ferme, mais vraiment de l'extérieur, et à distance. Vous arrivez à être au courant de tout ce qui se passe en temps réel. Et en fait, là, un module Starlink peut être très intéressant pour ça. Alors là, je donne juste un exemple. Il y a sûrement plein d'autres use cases qui existent et que je n'ai pas pu citer aujourd'hui. Mais je suis sûr que... n'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quoi ça peut être utile, en fait, dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, comme je viens de dire. J'ai cité quelques exemples quand même. N'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit, là, comme ça, en entendant ce que je suis en train de dire. Un autre secteur qui, là, me parle vraiment beaucoup plus, mais vraiment, là, ça me parle directement, parce que rappelez-vous, je vous ai dit que je suis, moi, dans le domaine des énergies renouvelables. C'est ce que je travaille dans ça aujourd'hui. Et justement, un domaine qui peut être vraiment impacté par Starlink, je le vois, c'est tout ce qui est industrie énergétique. Alors, nous, aujourd'hui, sur nos centrales, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de problèmes de communication avec les centrales, en fait. Vous savez, quand vous avez des centrales énergétiques, des centrales à énergie renouvelable, entre autres, que ce soit le solaire, l'éolien ou l'hydro, donc les barrages hydro, ce que vous voulez, c'est savoir en temps réel ce qui se passe sur votre site. Vous voulez en temps réel pouvoir contrôler vos centrales. Vous savez, en France, parce que moi je travaille en France pour le coup, vous savez, en France, il y a ce qu'on appelle les périodes de prix négatifs. En fait, les périodes de prix négatifs, ce sont des périodes où le tarif de l'électricité sur le marché est négatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous produisez de l'électricité, mais en plus de produire de l'électricité que vous n'allez pas pouvoir vendre, parce que le prix n'est pas positif, vous allez devoir payer maintenant, en fait, votre client pour lui fournir de l'électricité. Ça existe. Et c'est très fréquent en été, d'ailleurs. Mais en fait, ces périodes de prix négatifs, il faut pouvoir couper la centrale à distance. Et si vous avez perdu la com avec la centrale, en fait, elle va continuer à produire, mais en négatif. Du coup, non seulement vous perdez de l'argent,
parce que la production ne va pas rapporter de l'argent, mais en plus vous perdez de l'argent parce que vous payez maintenant ce que vous avez injecté au réseau. Donc le problème avec ça, c'est que les centrales à énergie renouvelable, c'est comme l'agriculture que j'ai cité tout à l'heure, c'est comme l'élevage, au fait, dont j'ai donné l'exemple tout à l'heure. C'est souvent des trucs qui sont construits, créés hors des zones urbaines. C'est très rare, c'est très très rare qu'une centrale à énergie renouvelable soit vraiment à côté d'une ville, à côté vraiment d'une civilisation, quoi. Souvent, c'est très, très éloigné. Ça va être dans des coins perdus, avec des larges superficies, d'ailleurs. Et le problème, justement, comme je disais, c'est que ces zones-là ne sont pas bien couvertes. Elles ne sont pas bien desservies par tout ce qui est accès à Internet. Et donc, avoir des modules Starlink, et aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, je le vois, il y a vraiment des grosses centrales où cela a commencé à être déployé et il y a une nette amélioration. Il y a vraiment une amélioration palpable, nette, claire, propre. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je vois vraiment au quotidien, typiquement. Et je vois là l'utilité de Starlink, en fait. Un autre exemple de use case de Starlink, pour le coup, et qui va être très palpable, encore plus que ceux dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, en mars 2024, il y a eu une grosse coupure Internet en Afrique de l'Ouest. En fait, la coupure, elle avait impacté plusieurs pays, dont le Bénin, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso de mémoire. Et en fait, surtout la Côte d'Ivoire, parce qu'on a beaucoup entendu plus le problème de la Côte d'Ivoire. Et en fait, à ce moment-là, déjà, il faut savoir que cette coupure, elle a duré plusieurs jours, voire semaines. Hein. Et en fait, le problème, c'est que à ce moment-là, vous vous rendez compte que peut-être vous avez un business qui peut mourir comme ça. Vous avez peut-être un proche qui peut mourir comme ça. Et vous ne saurez rien. Vous n'êtes plus en contact avec personne. C'est très angoissant. Mais c'est vraiment très angoissant. Ça peut créer un stress énorme. Vous savez, de ne plus avoir de contact avec personne pendant un moment. Et vraiment d'une minute à une autre. Sauf que Starlink, dans ce cas, aurait pu servir en fait d'alternative. Ça aurait pu servir à assurer une certaine continuité de l'Internet pour ceux qui l'ont, bien sûr, et pour les entreprises aussi qui l'ont. Euh, voilà là, par exemple, un autre exemple qu'on peut donner, hein, qui est loin d'être rare en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest et centrale. Ce sont toutes les coupures d'Internet lors des grandes périodes électorales. Vous savez, lorsqu'on veut faire taire le peuple, on veut faire taire les gens, généralement, je ne vais citer aucun pays, sinon le Sénégal va se fâcher, pour le coup. Et en fait, il n'est pas le seul, hein, c'est pas le seul pays, c'est vraiment très fréquent. On l'a déjà vu dans d'autres pays, voilà. Donc, typiquement, avoir une solution Starlink à ce moment peut s'avérer très utile, parce qu'en fait, vous n'êtes pas concerné, en fait. Votre source d'internet, c'est pas les réseaux télécoms. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est directement les satellites, quoi. Genre, limite, l'internet tombe du ciel, vous voyez. L'internet tombe du ciel, en fait. Et vous n'êtes pas concerné par tout ce qui est réseau télécom. Les Move, MTN, tout ça et tout. J'en parle parce que ce sont des choses que je connais. Un autre exemple que je peux donner, c'est, j'ai parlé de continuité de service des entreprises, continuité en fait d'activité des entreprises. Moi, je me rappelle à l'époque quand je vivais encore au Bénin, à Cotonou précisément, vous savez, il y avait un truc très fréquent. Vous allez à Western Union par exemple, pour ne citer que ceux-là. Vous allez à Western Union pour retirer de l'argent, ou peut-être pour en envoyer même. Et on vous dit, non, là, c'est pas pour le service n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas Internet. Il n'y a pas la connexion. Mais ça, c'est vraiment des trucs que j'ai beaucoup entendu quand j'étais beaucoup plus jeune. Je sais pas si ça continue, c'est sûr que ça continue. Mais c'est vraiment une aberration en fait. C'est vraiment une aberration qu'une entreprise aussi cruciale, ou pour un besoin aussi crucial que retirer de l'argent, on vous dit, même parfois dans les distributeurs, hein, dans les distributeurs bancaires, parfois, mais c'est là ce que je vous dis, si vous avez grandi en Afrique, vous savez de quoi je parle. Si vous avez même vécu un temps soit peu en Afrique, vous savez de quoi je parle. On va vous dire, ouais, non, le service n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas Internet. Et typiquement, Starlink permettrait, encore faudrait-il que les fondateurs ou les dirigeants de ces boîtes-là ou de ces institutions le veuillent. Ouais. Mais c'est typiquement quelque chose qui pourrait résoudre ce problème. Et je suis très... moi, je pense vraiment qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de bénéfices qu'on pourrait tirer de Starlink. Encore faudrait-il le vouloir. Mais même si on met les institutions, tout ça de côté, en tant que particulier, en tant qu'entreprise, il y a beaucoup de choses à faire en fait, en vrai. Toujours dans la catégorie IoT, un autre use case qu'on peut citer, c'est tout ce qui est exploration, vous savez, exploration à longue distance et contrôle d'opération à longue distance. Donc, je pense notamment à des bots, par exemple, des bots, des drones, vous savez,
pour faire des missions d'exploration ou industrielles, même pourquoi pas. Vous savez, pour moi, ça peut déjà être des cas d'utilisation très intéressants aussi. Voilà, faudrait peut-être creuser de ces côtés-là. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. En ce qui concerne la sécurisation des communications, vous savez, aujourd'hui, quand vous communiquez via les télécoms, il est fort probable que vos informations soient stockées quelque part. Après, à voir aussi ce que vous faites, vous voyez, ça dépend de la nature de vos opérations. Mais si vous faites des opérations qui ont vraiment besoin d'une confidentialité élevée, je ne donne pas des idées à qui vous savez pour le coup, mais si vous avez besoin vraiment d'une confidentialité élevée, vous prenez Starlink, déjà vous êtes coupé du réseau commun, je vais dire. Mais en plus, si vous ajoutez un VPN, mais vous êtes protégé en fait. Après, ça dépend de ce que vous utilisez comme VPN aussi, hein, évidemment. Ça dépend de ce que vous faites. Mais voilà, typiquement, si vous avez vraiment besoin de confidentialité, vous avez là une idée. Il y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose à creuser. Donc, voilà à peu près le tour qu'on peut faire. Et je ne parle surtout pas, enfin, je ne parle pas encore du fait que si ça fonctionne à l'échelle du globe terrestre, le jour où on réussit vraiment à rendre la vie multiplanétaire, bah, en fait, ça fera déjà une base. En fait, on a déjà une base pour une connexion Internet sur d'autres planètes. Bon, peut-être que j'aurai même plus de dents, ou peut-être même que j'hésiterai plus au moment où on en arrivera là. J'aimerais quand même voir ça. J'aimerais vraiment voir ça. Je suis très... vous savez, je suis très intéressé par tout ce qui est futur, en fait. Et c'est d'ailleurs la raison de la création de cette chaîne. Vous le voyez. Voilà. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Pour récapituler, Starlink, c'est une entreprise, ou plutôt une marque de SpaceX, dont le but est de créer de la connectivité globale. C'est de permettre l'accès à Internet, mais sur toute l'étendue de la planète Terre, pour le coup. Et cela, on utilise des satellites, on utilise des stations terrestres, on utilise des antennes, vous savez, des antennes plates. D'ailleurs, il y a plusieurs modèles d'antennes, pardon. Et tous ceux qui font du tourisme, là, qui se baladent de pays en pays. Oh, je viens de me rappeler que je n'ai pas parlé du nomadisme. Je n'ai pas parlé du digital nomadisme. Vous savez, le digital nomadisme, c'est une pratique qui a explosé depuis le premier confinement, donc depuis 2020, mars 2020, depuis le Covid, en fait. Et en fait, c'est quoi? Ce sont des personnes comme vous et moi qui travaillent, en fait, mais qui n'ont pas besoin d'être présentes sur leur lieu de travail. Ça peut être des développeurs, par exemple, des devs, ou des gens qui font dans la recherche, qui n'ont pas besoin d'être présents, mais vraiment présents physiquement sur leur lieu de travail. Donc en fait, ces personnes-là peuvent prendre leur PC, elles peuvent travailler juste avec leur PC, peu importe l'endroit dans le monde où elles se trouvent. Moi, j'ai des amis comme ça, des devs, qui se sont pris 1 ou 2 mois, ont quitté la France, sont repartis au Bénin, par exemple, ou dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, qui travaillent depuis là-bas. Donc en fait, avoir une solution Starlink à votre disposition, c'est avoir l'assurance de pouvoir travailler n'importe où. Si vous êtes un digital nomade, si c'est un mode de vie, vous n'avez plus besoin de trimballer 10 000 cartes SIM sur vous. Après, si vous voulez communiquer directement avec les locaux, oui, il y en aura forcément besoin à un moment. Mais même ça, il y a une solution eSIM. Il y a les solutions eSIM qui commencent à exister, qui font que vous n'avez plus besoin d'avoir, vous savez, les mini-cartes puces là, de taille nano. Vous en avez presque plus besoin aujourd'hui pour communiquer, quoi. Donc, vous avez votre module Starlink, vous vous baladez de pays en pays. Pour ceux qui font beaucoup de tourisme, j'en ai parlé précédemment, ceux qui font beaucoup de tourisme, même des road trips, vous voyez, en voiture, qui traversent plusieurs pays, là, plusieurs frontières, c'est quelque chose qui peut être vachement intéressant. Vous vous éloignez des zones urbaines, vous allez vraiment à l'intérieur des pays, vous faites je sais pas moi, du tourisme, vous vous baladez, vous allez découvrir, vous faites des trucs, ça peut être vachement intéressant. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut se dire. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à me dire, likez la vidéo, c'est gratuit, les frérots, c'est gratuit. Likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, qu'on soit de plus en plus nombreux ici à voir et découvrir en temps réel les innovations technologiques. Donc merci à tous, j'espère que ça vous a plu, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire. Dites-moi ce que vous avez appris dans les commentaires. Si vous avez des informations à rajouter, dites-le moi aussi. Et moi, je remonterai les commentaires les plus pertinents pour qu'on soit toujours à jour, en fait. Pour que cette vidéo soit toujours la plus à jour possible. Et voilà. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par tout ce qui est innovation technologique, les entreprises qui proposent, comme Starlink, des nouveaux trucs, des nouvelles use cases qui créent des nouveaux modèles, ça va souvent être des startups. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Vous la retrouvez juste ici.